L'Empire est en guerre, le Canada est en guerre, le début de la Première Guerre mondiale. Alors, cette première guerre a pour cause les rivalités et les intérêts nationaux des puissances européennes. Je vous parle un petit peu de ces intérêts. Donc, l'Alsace et la Lorraine, ici numéro un, sont habités par des gens d'origine française et allemande. La France souhaite récupérer ces deux provinces prises en 1871 par l'Allemagne qui, elle, cherche à réunir tous les Allemands dans un seul État. Donc, ici, il y a une rivalité. Numéro 2, l'Allemagne est le pays européen le plus industrialisé mais possède peu de colonies. Donc, elle a des ambitions nationalistes et aussi impérialistes. Numéro 3, l'Autriche-Hongrie et la Russie veulent contrôler les Balkans. Donc, les Balkans, c'est toute cette région-là ici, on le voit ici, là, région des Balkans, là, au sud de l'Empire austro-hongrois. C'est une région propice aux échanges commerciaux vu la proximité de la mer Méditerranée. De plus, la Russie vise à rassembler sous une même autorité tous les peuples slaves. Les Slaves sont des peuples d'origine centrale et orientale qui parlent une langue apparentée comme le russe, le polonais, le tchèque, le slovaque et le serbe. Donc, on aimerait bien. Donc, les Austro-Hongrois, les Russes ont des intérêts opposés envers les Balkans. Et numéro 4, l'Autriche-Hongrie va annexer la Bosnie-Herzégovine ici en 1908. Or, la Serbie, qui est juste à côté, souhaite récupérer cette province majoritairement peuplée de Slaves. Donc ça, c'est pour nos rivalités. Maintenant, vous avez les alliances que je vais détailler de l'autre côté. Donc ici, on a la triple alliance et en vert, on a la triple entente qui entoure la triple alliance. Donc voici donc nos alliances. La triple alliance, qui était en mauve de l'autre côté, on les appelle les empires centraux, c'est l'empire allemand, austro-hongrois et l'Italie, auquel il va s'opposer la triple entente, qu'on appelle les alliés, donc Royaume-Uni, France, Russie ou l'Empire russe. Il y a une petite erreur ici, je vais corriger les majuscules. Alors, le déclenchement de la guerre, le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, successeur au trône de l'Autriche-Hongrie, va être assassiné à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, par un nationaliste serbe. Donc, l'archiduc était en Bosnie-Herzégovine, dans la capitale, pour une sortie officielle. Il a été assassiné par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie, appuyée par l'Allemagne, envoie un ultimatum à la Serbie qu'elle soupçonne d'avoir soutenu cet assassinat. L'ultimatum, c'est un document par lequel un État ordonne à un autre État de se soumettre à certaines exigences. Elle exige notamment que la police austro-hongroise puisse enquêter sur les territoires serbes. De son côté, la Serbie ne va pas accepter toutes les exigences. Elle est soutenue par l'Empire russe. Et c'est pour ça que cette décision-là de ne pas accepter l'ultimatum va marquer le début d'une série d'événements qui conduisent l'Europe puis le monde entier en pleine guerre. Donc, à ces alliances, avant de terminer, il faut ajouter l'Empire ottoman, puis l'Italie va se retirer de la Triple Alliance en 1915. Elle va s'ajouter à la Triple Entente ici, à partir de 1915. Dans la Triple Entente, il faut ajouter le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Indes. Et on va parler justement du Canada. Donc, le Canada est en guerre. Alors, la déclaration de guerre du Royaume-Uni entraîne automatiquement dans le conflit le Canada et les autres colonies et dominions de l'Empire britannique. Le gouvernement fédéral peut décider de la nature de son soutien, comme il l'avait fait avec la guerre des bourgs, et n'est pas obligé d'envoyer des soldats. Par contre, l'annonce du déclenchement d'une guerre soulève l'enthousiasme au Canada, même au Québec. Pourquoi? C'est parce qu'on ne va pas seulement se battre pour le Royaume-Uni, mais aussi pour la France. Les députés s'entendent alors sur l'importance pour le Canada de participer à la défense de l'Empire et de consacrer tous les efforts possibles pour soutenir financièrement et militairement le Royaume-Uni. Euh, à cette époque-là, on pense aussi que la guerre va être de courte durée. Donc, l'opinion publique canadienne était favorable à la guerre. Les députés vont voter ce qu'on appelle la loi sur les mesures de guerre, qui permet à Borden de diriger le pays sans l'autorisation du Parlement en situation de guerre. Voici différents pouvoirs. Donc, on peut contrôler la presse, on peut arrêter certaines personnes, on peut contrôler le commerce, on peut prendre possession aussi de différents biens. Donc, cette loi-là, elle est votée en 1914 parce qu'on est dans un contexte de guerre. Ensuite, le gouvernement veut mettre sur pied un corps d'armée, il manque un petit E ici, destiné à aller combattre en Europe, mais la force militaire canadienne n'est pas très, très grande. Donc, on lance une vaste opération de recrutement de volontaires. On le voit ici avec des affiches de recrutement. Puis on insiste ici au Québec sur le recrutement de volontaires canadiens-français. Puis justement, si vous regardez là, sur l'affiche, l'affiche, elle est avec le drapeau français. En octobre 1914, le nombre de soldats s'élève à plus de 32 000, donc c'est pas mal plus que le 3 100 du début.
Près de 70% de ces premiers volontaires sont des Britanniques de naissance qui sont récemment arrivés. Ils s'enrôlent par patriotisme, esprit d'aventure pour se sortir de la misère. Il y a peu de Canadiens français. On parle surtout l'anglais dans l'armée, mais on parle anglais. Il n'y a pas de Noirs, d'Asiatiques ni de gens des Premières Nations. Donc, il y a de la discrimination. La guerre stimule l'économie canadienne, les manufactures sont construites ou converties pour servir l'industrie de guerre. On a des besoins uniformes, armes, munitions, matériel militaire. Dans les ports de Québec et d'Halifax, c'est là où on expédie les soldats leur ravitaillement. Puis bien que les besoins en vivre dynamisent la production agricole, c'est la production industrielle qui dépasse la production agricole pour la première fois au Canada. Donc on voit ici que qu'au Québec et en Ontario et dans le reste du Canada, entre 1905 et 1915, le nombre de manufactures augmente et la production manufacturière augmente. Les coûts de la guerre obligent le gouvernement fédéral à augmenter ses tarifs douaniers empruntés à des banques, soit celles des banques de Londres ou de New York. Le gouvernement fédéral en vient ainsi à jouer un plus grand rôle dans l'économie canadienne. Alors, voici donc des manufactures. Donc ici, cette entreprise pour construire des sous-marins et ici pour construire des armes. On va envoyer des gens aussi. Donc, voici quelques dates clés. Une première division canadienne est envoyée au front en Belgique. La guerre est commencée depuis été-automne 1914. Une première division, c'est-à-dire une unité militaire qui désigne un groupe d'environ 1000 hommes, un régiment, qui est envoyé au front en Belgique. On va participer aussi à la bataille d'Ypres en Belgique, qui est une bataille à laquelle participent les Canadiens, où les Allemands vont à ce moment-là utiliser massivement et pour la première fois de l'histoire les gaz chimiques. En 4 jours, 6000 Canadiens meurent, sont blessés ou faits prisonniers. Mai 1915, le 22e bataillon canadien-français débarque en Angleterre pour son entraînement. Ensuite arrive en Belgique. Et là, il va y avoir une série de batailles en 1916, la bataille de la Somme. On perd 1,1 million de personnes. Le 22e bataillon y participe. Il va prendre Courcelette. Et Courcelette, c'est grâce à l'utilisation de combinés de chars d'assaut et de l'artillerie. L'infanterie canadienne parvient à prendre le village de Courcelette après 4 jours de combat. C'est l'une des rares victoires remportées par les Alliés lors de l'offensive de la Somme. Les positions défensives étaient très difficiles à prendre, les attaques échouent de part et d'autre. Les autorités militaires comprennent que la guerre sera plus longue que prévu et qu'il faudra mobiliser un plus grand nombre de soldats. Or, malgré l'augmentation des effectifs, la guerre se trouve dans une impasse. On se trouve donc sur un front là, qui s'étend de la mer du Nord jusqu'aux Ardennes. En fait, on traverse les Ardennes. On est entre la France et la Belgique. Vous avez ici les armées allemandes, les armées françaises et on s'enfonce dans des tranchées. Bataille de Courcelette et ici une tranchée tenue par les soldats britanniques. Au fil des mois, les tranchées deviennent des obstacles quasi infranchissables. Des offensives menées de part et d'autre pour faire reculer l'ennemi se soldent par d'énormes pertes. On est vraiment dans une impasse en 1916.